donc maintenant, nous allons avoir deux présentations sur des nouvelles cohortes de patients tuberculeux françaises et étrangères. Alors la première cohorte sera présentée par Nathalie De Castro. Donc Nathalie est médecin infectiologue dans le département de maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Saint-Louis-Lariboisière à Paris. Elle est coordinatrice du site ANRS du Brésil et chercheur associé dans l'unité Guise à Bordeaux. Et puis Olivier Marcy prendra la suite. Olivier est médecin, épidémiologiste, directeur de recherche dans l'unité Guise à Bordeaux. Il est IRD. Et tous les deux ont une grosse expérience de recherche clinique dans le domaine VIH et tuberculose et VIH. Merci. Merci beaucoup Marilyn pour l'introduction et merci beaucoup au comité d'organisation de me permettre de présenter aujourd'hui la cohorte French TB, qui est une cohorte qui va inclure des personnes qui sont suivies pour une tuberculose en France. J'en profite également pour remercier l'ANRS de nous faire confiance sur ce projet qui a un certain nombre de défis. Alors je vois que ce n'est pas mes diapos, mais bon, c'est pas grave, je vais faire avec. C'est pas ça, mais ouais, vas-y, ouais, c'est peut-être bien. Désolée, hein, mais ça c'est des diapos d'une réunion internationale. Ouais, je pense qu'on peut inverser. Du coup, comment je fais ? Est-ce que vous pouvez passer la présentation d'après ? Visiblement, ça pose un problème. Donc, bonjour, merci d'abord à l'ANRS de me donner l'occasion de vous présenter ce mécanisme de recherche qui est la cohorte TB-SRN. Donc, c'est une cohorte internationale qui vise à évaluer, à identifier les déterminants des issues de traitement de tuberculose, mais aussi au plus long cours de la post-TB lung disease, je ne sais plus comment, les séquelles post-tuberculeuses. Et c'est une cohorte qui est financée par le NIH. Alors, ça apparaît aussi dans un sens que je n'avais pas prévu et sans mes titres. Donc, le titre était « Le fardeau de la tuberculose ». Vous reconnaissez des chiffres que vous connaissez peut-être. Chaque année, il y a 10 millions de cas de tuberculose dans le monde. Vous voyez qu'on n'en détecte qu'à peu près 70%. Et quand ils sont détectés, globalement, il y a un bon succès thérapeutique. 86% des patients sont en succès thérapeutique. Mais la tuberculose reste une des causes majeures de mortalité dans le monde, avec 1,4 million de décès, donc juste un peu après la Covid. Et on l'a vu ce matin, encore devant le VIH, les hépatites et d'autres. Chez les patients infectés par le VIH, justement, malgré l'accès au traitement antirétroviral qui va très très vite, 28 millions, je crois, sur les 38 millions sont sous traitement antirétroviral, la tuberculose reste la première cause de morbidité et de mortalité, avec probablement un tiers des décès chez les personnes vivant avec le VIH qui sont liés à la tuberculose. Il faut compter que parmi ces 10 millions de cas, il y en a 5% environ qui ont développé une tuberculose multirésistante. Et là, vous le voyez, le taux de détection est beaucoup plus faible. Seul un tiers sont détectés et avec des taux de succès thérapeutique qui sont bien moins bons. Lisez ici un autre problème en termes de background, qui est le fait que non seulement il faut traiter la tuberculose maladie, mais chez ce que l'OMS estime être 155 millions de TB survivors, de personnes survivant avec leur tuberculose, on estime que peut-être 18 à 87%, et les estimations varient très largement, ont des séquelles post-tuberculeuses pulmonaires. Avec des troubles fonctionnels respiratoires qui vont jusqu'à l'insuffisance respiratoire, des troubles du sommeil, de l'hypertension pulmonaire, et un impact très important sur la capacité fonctionnelle des personnes et un impact sur leur capacité d'exercice et sur la qualité de vie. Je retrouve mes titres, mais un autre élément important du rationnel, et on vient de l'aborder, c'est le fait qu'on est dans un paysage de thérapeutique qui évolue très très vite. Et non seulement on a des traitements plus courts pour la tuberculose maladie, qu'on a tous appris à traiter sur 6 mois et qu'on vient de recommander avec un traitement de 4 mois, on a des traitements plus courts et beaucoup mieux tolérés sur la tuberculose multirésistante, où on est passé de 20 mois à 9 mois sans injectable, donc c'est vraiment un progrès majeur pour les patients.
mais aussi, Marilyn l'a évoqué, on est dans une ère où on pense à des thérapies dirigées vers l'hôte pour améliorer le contrôle de l'infection, mais aussi réduire les dégâts tissulaires qui vont entraîner ces séquelles post-tuberculeuses. Dans ce contexte-là, il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur les facteurs de risque, la sévérité de la tuberculose, les facteurs de risque de mauvais succès thérapeutiques et de séquelles pulmonaires, et qui sont importants à comprendre. Vous le comprenez d'autant plus dans un contexte où on avance vers des traitements plus courts et peut-être individualisés et adaptés aux formes pathologiques. Alors, dans ce contexte, la cohorte TB-SRN se propose de collecter, comme c'est le cas dans beaucoup de cohortes, d'être assez large dans ses objectifs scientifiques, de collecter, d'analyser des données cliniques, des données de traitement chez des personnes traitées pour une tuberculose pulmonaire, qu'ils soient co-infectés par le VIH ou non, pour mieux comprendre le pronostic de leur maladie et les états de santé qui en découlent, incluant la qualité de vie et leur survie. Notamment, il y a un focus fort, parce que c'est au sein d'une cohorte VIH, sur quel est l'impact du VIH, quel est l'impact des traitements ARV sur la symptomatologie de la tuberculose, le diagnostic, la réponse au traitement, la survie, et aussi non seulement un impact au niveau de l'accès individuel à ces traitements, mais aussi au niveau des sites et du système de santé, comment l'intégration des soins impacte la qualité de vie des patients et leur santé. Et puis un focus très important, donc vous l'avez compris, au-delà de la guérison microbiologique, sur ces séquelles tuberculeuses, ces séquelles fonctionnelles qui sont liées aussi à d'autres pathologies, à des comorbidités, à l'usage du tabac et qui ont un impact important qu'il faut pouvoir mesurer. Alors, on n'a toujours pas récupéré les titres, mais lisez là le design de la cohorte TB-SRN. C'est une cohorte internationale qui va se faire qui se fait actuellement dans 14 sites, dans 11 pays à revenus faibles ou intermédiaires, de 6 régions qui participent à la cohorte IDEA, qui est une cohorte observationnelle internationale sur le VIH, qui est financée par le NIH pour ce cycle-là sur les années 2022 à 2027. C'est donc une étude prospective, une cohorte qui inclut des personnes avec ou sans le VIH, âgées de 15 ans ou plus, et qui ont une tuberculose qui est soit cliniquement diagnostiquée ou microbiologiquement confirmée. Le fait d'avoir des tuberculoses cliniquement diagnostiquées permet d'avoir le spectre des tuberculoses qui sont effectivement prises en charge dans les pays et non pas de focaliser sur un groupe très, très spécifique. Voilà, les individus qui consentent à participer fourniront des données de recherche pendant la durée de leur traitement et 12 mois après, et on attend 2600 participants. Voilà les pays qui participent à la cohorte. Vous voyez en Amérique latine, on voit pas très bien, mais il y a Haïti et le Brésil, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, et puis des sites en Asie du Sud-Est. En termes de protocole, c'est une cohorte, on fait des évaluations assez exhaustives pendant et après le traitement tuberculeux, avec des évaluations de toutes les variables démographiques et autres. Sur la tuberculose, on ne va pas tout détailler, mais vous le comprenez, toute l'évaluation symptomatique, radiographie, des marqueurs de microbiologie et les outcomes. Une bonne documentation de l'histoire VIH, des comorbidités avec une détection du diabète qui, vous le savez peut-être, est un des facteurs de risque importants de tuberculose au niveau mondial, de l'hypertension, des questions de santé mentale, et puis évidemment une partie importante sur la santé respiratoire avec non seulement une évaluation des symptômes, mais aussi de l'oxymétrie, donc la mesure de la concentration en oxygène, la mesure de la fonction respiratoire par des spirométries et une évaluation de la capacité fonctionnelle par un test d'effort. Et enfin, on prélève des échantillons en vue de réaliser des mesures de pharmacocinétique, des échantillons de cheveux ou de DBS et des prélèvements de plasma ou de sang total pour la biotech. Les visites sont prévues de façon régulière, assez intensive dans les 2 premiers mois du traitement, puis à la fin du traitement, à 6 et 12 mois après le traitement.
Les outcomes sont classiques. On va regarder les outcomes de traitement, qu'ils soient bénéfiques, qu'ils soient favorables ou défavorables. Ce sont les outcomes de l'OMS, ce sont les outcomes qui sont utilisés dans les pays et qui sont reportés à l'OMS. Donc on veut vraiment être en mesure de prédire ce qui se passe dans les pays. Et ils sont aussi alignés avec des outcomes qui sont utilisés dans la cohorte report. L'idée est vraiment sur ces mécanismes de cohorte d'être à pouvoir collaborer et merger des données ensemble. Évidemment, on regarde la santé post-TB respiratoire. Pour finir assez rapidement, le travail déjà est organisé en groupes scientifiques de travail qui vont focaliser sur différentes thématiques. Ces cohortes donnent lieu à des dépôts de grandes supplémentaires, à des concepts, à de l'utilisation de données, à beaucoup de collaboration entre ces régions sur différentes thématiques. Le protocole a été publié récemment. Elle donne lieu aussi à une collaboration avec une autre cohorte que j'ai évoquée, qui est financée par le NIH, qui est Report Brazil, qui collabore avec nous et avec qui on peut échanger des données. On a aligné les protocoles et elle a inspiré aussi, parce qu'on y travaille avec Nathalie, le protocole de la cohorte French TB. En conclusion, c'est un grand mécanisme de recherche qui est basé sur la puissance d'un réseau qui existe, qui est le réseau des cohortes observationnelles ID. Vous voyez qu'on a inclus, en janvier, on avait inclus à peu près 50% des patients prévus sur les 2600. Les analyses de baseline commencent et l'idée, c'est vraiment d'utiliser ça comme un porte-avions, j'allais dire, pour pouvoir lancer d'autres opérations, d'autres recherches. Il y a des collaborations au sein des groupes du NIH, mais aussi l'idée de pouvoir étendre ces collaborations avec d'autres groupes. C'est tout à fait l'esprit de ce genre d'outils. Et je finirai juste par, si j'y arrive, voilà, je voulais remercier les différentes personnes, dont ma co-chair sur cette cohorte qui s'appelle Leslie Enane, qui est une pédiatre, ça y est, de Indiana University, et toutes les personnes, notamment mes co-PI en Afrique de l'Ouest, le docteur Eugène Messou et le professeur Armel Poda. Merci pour votre attention et désolé pour ces petits problèmes techniques. Alors, je reviens, mais moi j'étais à l'origine de mon problème technique, donc je m'excuse. Hein, les techniciens n'y sont pour rien, donc j'avais envoyé la mauvaise présentation. Donc, excusez-moi pour ce petit... je voulais pas qu'on accuse injustement d'autres personnes. Donc, je vais passer les remerciements. Je vais simplement vous présenter... la présentation elle va être assez brève, ne serait-ce que parce qu'on n'a que 10 minutes. Ça ne décompte pas, donc si vous ne décomptez pas, je vais parler tout le temps. Hein, mais... simplement vous présenter quelques éléments de contexte sur la tuberculose en France pour celles et ceux d'entre vous qui sont peut-être moins familiers avec cette thématique, pour introduire un petit peu la cohorte et puis ensuite sur des aspects peut-être plus scientifiques et présenter les objectifs principaux. Je ne rentrerai pas spécialement dans le détail puisque la cohorte n'est pas encore active. Donc vous voyez ici sur ces figures qui sont issues du bulletin épidémiologique hebdomadaire de l'année dernière, je n'ai pas mis le dernier qui vient juste de sortir, mais vous voyez qu'en gros, depuis les années 70, l'incidence de la tuberculose a diminué de façon assez impressionnante, puisqu'on est passé à peu près de 30 000 cas par an à aujourd'hui à peu près 4 500 à 5 000 cas par an selon les années. Donc vous voyez que sur la partie droite de la diapositive, vous avez l'évolution des 20 dernières années, depuis les années 2000. Et on est aujourd'hui donc considéré un pays de faible incidence de tuberculose, puisqu'on a une incidence qui est autour de 6-7 pour 100 000 habitants, donc, ce qui en fait une incidence faible. On a néanmoins certaines spécificités, certaines particularités. D'abord, il y a une disparité régionale. Vous voyez ici, alors je ne sais pas si ça va être très lisible, mais vous voyez qu'il y a en termes d'incidence 3 régions, départements qui ont une incidence bien plus élevée que le reste de la moyenne, le reste de l'incidence nationale. Donc vous avez la Guyane qui a une incidence à plus de 20 pour 100 000, l'Île-de-France qui est à peu près à 12-13 pour 100 000, mais avec le département de la Seine-Saint-Denis qui est à près de 25 pour 100 000, et puis Mayotte également avec une incidence assez élevée, un faible nombre de cas pour la Guyane et Mayotte, mais compte tenu de la population, ça fait une incidence assez élevée. Et donc vous voyez que l'Île-de-France notamment concentre 38% des cas qui sont déclarés en France, donc une forte concentration de la tuberculose dans notre région, et puis des populations plus particulièrement affectées.
les jeunes migrants qui sont nés hors de France et qui arrivent donc sur le territoire. Donc c'est un peu, on va dire, les cas les plus classiques, mais il y a aussi deux autres populations qu'il ne faut pas oublier, qui sont les personnes qui sont détenues, qui ont finalement l'incidence la plus élevée en France, à 64 pour 100 000, et puis les personnes sans domicile, également avec une incidence élevée. Donc c'est des spécificités quand même, alors qui ne sont pas propres à la France, mais on va dire probablement aux pays de faible endémie et à l'Europe en particulier. Et qu'est-ce qu'on a comme données sur l'évolution et sur ce qui se passe une fois qu'on a traité ces personnes? Alors, la surveillance de la tuberculose repose sur une déclaration obligatoire que vous voyez ici. Bon, maintenant, ça se fait par voie électronique, mais en gros, à chaque fois qu'on débute un traitement antituberculeux, on doit déclarer quelles sont certaines caractéristiques des patients, donc c'est essentiellement des caractéristiques socio-démographiques, et finalement assez peu de données cliniques, et en particulier on ne sait pas très bien si les patients sont hospitalisés, pas hospitalisés, s'il y a une certaine gravité. On ne sait pas non plus quelles sont les comorbidités qui sont associées, et en particulier sur cette déclaration obligatoire, nous n'avons pas le droit de renseigner, enfin en tout cas n'est pas prévu de renseigner la notion d'infection par le VIH. On ne renseigne pas non plus, ou en tout cas les données sont parcellaires sur les données de bactériologie, puisqu'on ne les a pas toujours au départ lorsqu'on initie le traitement. Et donc à la fin du traitement, lorsqu'on doit de nouveau remplir cette fiche, et si on regarde les données issues de ces déclarations de fin de traitement, donc ça c'est une étude qui avait été publiée par Santé publique France qui s'est intéressée à analyser toutes les données d'issue de traitement qui avaient été déclarées entre 2008 et 2014, et on avait seulement pour 65% d'entre elles une notion de ce qu'étaient devenus les patients et qu'est-ce qui était arrivé. Et donc si on se base sur ces données-là, il y avait quand même 20% d'issues défavorables. Alors là-dedans, il y a en particulier toutes les personnes qui sont perdues de vue. Donc ça, on est donc à 80% de succès thérapeutique. On peut déduire de ce chiffre que 80% des personnes sont considérées en succès thérapeutique, ce qui est en dessous des objectifs de l'OMS, qui est d'avoir au moins 85 à 90%, et c'est en dessous des chiffres qui sont reportés par les pays de forte endémie de tuberculose. Donc un manque, on va dire, d'informations et de données qui sera peut-être amélioré par le fait que cette déclaration soit maintenant rendue plus simple et plus facile par la déclaration informatisée. Donc, donc ici, pour vous présenter un petit peu pourquoi on en est arrivé à ça, donc toutes ces questions-là, et en particulier pourquoi est-ce qu'en France on n'arrive pas à savoir ce qui se passe et ce qui arrive à ces patients, est-ce qu'il y a certains facteurs particuliers, est-ce que c'est lié à la précarité, est-ce que c'est lié à certains facteurs microbiologiques, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc l'objectif était vraiment de proposer une cohorte qui nous permettrait de répondre au moins en partie à certaines de ces questions-là, et dans un contexte où Olivier vient de vous le présenter, où on travaillait dans des cohortes internationales, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de représentation des patients qui étaient traités et suivis dans les pays de faible endémie, en particulier en Europe. Un des autres objectifs, c'est que cette réflexion, elle arrive aussi à un moment où l'ANRS et les chercheurs sur la tuberculose en France se coordonnent et se fédèrent au sein de l'action coordonnée de tuberculose de l'ANRS depuis maintenant quelques années. Et donc c'était aussi la possibilité d'offrir, on va dire, du matériau et de permettre toutes les équipes qui travaillent sur la tuberculose en France de collaborer. Et notre idée en proposant cette cohorte, c'est vraiment ça, c'est que toutes les équipes se retrouvent et qu'on puisse mener un travail très collectif, avec une base de données à terme et des données qui pourraient être accessibles à toutes les personnes qui travaillent sur la tuberculose. Ce qui nous a semblé important, c'était de constituer une biotech qui nous permettrait notamment de répondre à certaines questions physiopathologiques et de faire le lien entre, on va dire, des questions plus cliniques et les cliniciens, et puis les chercheurs des autres disciplines, et notamment des disciplines plus fondamentales, on va dire. Donc, on a demandé un financement à l'ANRS il y a maintenant 1 an, qui a été accordé, donc financé et promotion de l'ANRS. Et le mécanisme qu'on a prévu, c'est de demander un financement pour le démarrage de la cohorte et pour le suivi, en gros, d'une première année d'inclusion des patients, puisque le suivi sera de 2 ans. Et puis ensuite, de demander éventuellement un prolongement si ça marche, si ça fonctionne. Et de demander le financement également pour la biotech, avec le principe que toutes les études ancillaires ultérieures feront l'objet de nouveaux dépôts lors des appels à projets.
Donc je vais passer rapidement sur les objectifs. C'est des choses assez classiques et qui il va y avoir des redites un petit peu. Donc c'est pour ça que je vais passer assez rapidement sur ce que Olivier vient de vous raconter. Donc notre objectif général, c'est vraiment de décrire les caractéristiques, que ce soit cliniques, sociodémographiques, etc., des personnes qui sont traitées en France pour une tuberculose. Et on va regarder ça à 2 ans de l'inclusion dans la cohorte, donc à peu près à 1 an de la fin du traitement, 1 an et demi de la fin du traitement. Et on va s'intéresser au succès du traitement. Et dans les critères plus spécifiques et secondaires, enfin on va dire les critères secondaires, on va également, on espère que cette cohorte permettra d'évaluer l'impact de certaines situations sur les évolutions de traitement et sur la guérison, en particulier les personnes immunodéprimées, pas que les personnes vivant avec le VIH, mais toutes les autres formes d'immunodépression, des formes sévères ou de formes compliquées, et en particulier les formes qui peuvent développer des syndromes de restauration immunitaire, qui sont des formes souvent plus difficiles à prendre en charge. Il y aura un volet socio-anthropologique, je ne vais pas rentrer dans les détails. On est dans une période où les indications et les traitements de la tuberculose sont en train d'évoluer. Donc cette cohorte permettra aussi, on l'espère, d'apporter des données sur ces patients qui peut-être bénéficieront dans les années qui viennent de traitements plus courts. Et puis on vient de vous présenter également le volet séquelles pulmonaires. Donc on aimerait inclure également, par analogie à ce qui est fait dans TB-SRN, une évaluation des séquelles pulmonaires post-tuberculeuses. Et comme je vous l'ai dit, la biotech nous permettra ensuite d'envisager des études plus physiopathologiques, voire génétiques. Donc on inclura à ce stade, on prévoit d'inclure des adultes avec une tuberculose donc, qui est diagnostiquée. Il n'y a pas d'autres critères particuliers. C'est donc une étude prospective et notre objectif, c'est d'inclure 2000 personnes sur 4 ans. Et cet échantillon nous permettrait normalement de répondre aux questions qu'on se pose, en particulier sur ces sous-populations spécifiques que j'ai évoquées tout à l'heure, qui sont les immunodéprimés et les plus précaires. Donc le suivi de la cohorte, c'est des visites assez standards. On va s'appuyer sur le suivi habituel de la tuberculose en France. Donc là, c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est vraiment de se calquer sur ce qui se passe dans la vraie vie. Cette diapositive, c'est simplement pour vous montrer qu'on a vraiment, dès la construction de la cohorte, essayé d'associer un maximum de personnes sur différents aspects, donc que ce soit en termes de clinique, sciences sociales, physiopathologie, microbiologie. On a aussi prévu des évaluations pharmacologiques. Donc pour vous dire que ce groupe, et je les remercie ici parce que certains sont ici, mais pas tous. Voilà, c'est très intéressant de préparer ce travail. Et donc notre objectif, et je conclurai là-dessus sur les prochaines étapes, c'est vraiment de soumettre avant l'été pour tous les aspects réglementaires, au CPP, etc., en espérant pouvoir commencer à inclure les premiers patients. Probablement qu'on fera des ouvertures de centres progressivement, en commençant sans doute par les plus gros centres, et puis ensuite vers... élargir progressivement l'ouverture des centres. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et normalement, il nous reste du temps. Merci. Merci beaucoup pour ces 2 présentations. Peut-être, Olivier, tu peux te joindre à Nathalie. Et moi, j'ai une petite question de clarification. Sur la cohorte française, il y a aussi la possibilité d'avoir les formes extrapulmonaires. C'est oui, TB bien sûr. Oui, bien sûr. Et par contre, c'est pulmonaire pour la cohorte internationale. Et pourquoi ne pas aussi inclure les enfants et adolescents? Alors là, en fait, il y a plein de questions encore en suspens dans la cohorte. On s'est dit on va commencer par étapes. On va commencer par inclure ce qu'on sait faire, en fait, c'est les adultes, etc. Et puis c'est les cas les plus fréquents. Et dans un second temps, il y a 2 aspects dont je n'ai pas parlé, mais qu'on a un peu en tête et qu'on espère pouvoir développer à terme. C'est les enfants, la pédiatrie, et les cas contacts. Parce que, voilà, pour essayer de remonter la chaîne. Mais déjà, on aimerait déjà que ça démarre. Et si ça démarre, effectivement, on a déjà commencé à travailler, notamment avec Philippe Fraisse, sur le lien avec les CLAT qu'on espère pouvoir faire dans un second temps. Et de la même façon avec les pédiatres, bien sûr. Merci pour ta question, Marine, et travaillant ensemble sur la tuberculose de l'enfant, évidemment. Et effectivement, c'était un volant d'opportunité. Le NIH voulait vraiment développer une cohorte sur les adultes. Et
ma co-chair sur la cohorte est pédiatre aussi, donc très intéressée par ça. Et on y travaille. On sera à Abidjan début avril pour une réunion Heidi, où on va sûrement travailler sur des cohortes pédiatriques qui posent probablement des problèmes différents, mais on le voit maintenant, des adolescents, des enfants qui ont aussi des syndromes, des troubles fonctionnels post-tuberculeux importants au niveau respiratoire, donc, et des problèmes de traitement. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Si, j'ai peut-être pas répondu assez clairement. Ah, Olivier, l'extra-pulmonaire, ouais. Non, de fait, j'allais dire, les extra-pulmonaires dans des contextes des programmes nationaux dans lesquels on est vraiment intégré posent des problèmes vraiment particuliers, et ça serait très intéressant d'y travailler, ça serait très intéressant d'améliorer le diagnostic de ces tuberculoses. On n'exclut pas les tuberculoses extra-pulmonaires, mais le point d'entrée, c'est vraiment la tuberculose pulmonaire. Voilà, donc effectivement, ça ne répondra pas à toutes les questions. On travaille par ailleurs sur les tuberculoses méningées dans l'équipe, mais cette cohorte est vraiment focalisée sur les tuberculoses pulmonaires qui posent... là, on a résumé le post-TB disease au lung disease. Il y a d'autres séquelles que les séquelles purement pulmonaires, mais on a un focus particulier sur ça, sur la santé respiratoire. C'est vrai qu'ils sont traités dans des endroits différents, mais en même temps, ils sont souvent assez négligés parce qu'ils sont souvent exclus. Et dans certaines populations, ça représente 20% des patients, quoi. Mais bon, ouais, je comprends. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, merci beaucoup à tous les deux pour vos présentations. On imagine bien effectivement toute l'énergie qu'il faut développer pour monter ces cohortes. Moi, ma question, peut-être pour une question de faisabilité, elle s'adresse plus à la cohorte française. Est-ce qu'il est envisagé ou est-ce qu'il serait envisageable d'inclure aussi dans la biobanque des prélèvements de cellules ? Oui, c'est prévu. Peut-être selon c'est pas moi qui ai décidé de ce qu'on allait mettre dans la biobanque, mais il y a tout un groupe biobanque et ils se sont bien entendus entre eux pour savoir ce qu'il fallait. Et donc, effectivement, il est prévu de recueillir des cellules. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On voit vraiment pas bien avec la lumière. Ah, une question en bas. Vous avez une question ? Ah non, c'était une erreur. Okay. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, on continue. Ouais. Bah, merci beaucoup. Hein. Merci. C'est maintenant le tour de Camille Loche, directeur de recherche éméritus de INSERM, qui travaille à l'Institut Pasteur de Lille, dans l'unité C2IL. Camille a beaucoup d'expérience dans l'infection et l'immunité, particulièrement pour pertussis, whooping cough et Mycobacterium tuberculose. Et aujourd'hui, il va nous rencontrer une longue histoire dans 20 minutes sur le progrès, overview complete of the vaccination in the context of TB. Merci Ruben, merci Marilyn et surtout merci à l'ANRS Mier. Je trouve que ANRS Mier, c'est mieux qu'ANRS tout court, non ? Alors, évidemment, en 20 minutes, faire un overview complet sur tous les projets vaccins tuberculose, ce n'est pas possible. Donc, j'ai changé de titre que j'avais proposé initialement et en vous parlant de vaccins tuberculose du passé, d'où on vient et vers où le domaine va finalement. Donc, merci aux orateurs précédents qui ont fait une superbe introduction sur la tuberculose, sur le problème de la tuberculose en France, mais aussi à l'échelle mondiale. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à consulter le rapport annuel de l'OMS sur la tuberculose. Le 2023 vient de sortir. Il vous donne l'état de la tuberculose à l'année 2022. Et vous l'avez chaque année, comme ça, vous pouvez avoir tous les détails à l'échelle mondiale. Mais moi, c'est évidemment sur les vaccins tuberculose. Et on a un vaccin tuberculose, et on l'a depuis très très longtemps, depuis plus de 100 ans. C'est le fameux BCG qui a été développé dans l'institut dans lequel je travaille, c'est-à-dire l'Institut Pasteur de Lille, avec son premier directeur, Albert Calmette, et son collaborateur, Camille Guérin. J'adore son prénom. Et en fait, Guérin était un vétérinaire quand le BCG a été développé au départ d'une souche de tuberculose bovine, Mycobacterium tuberculosis, avec un passage continuel 231 fois sur un milieu
de pommes de terre avec de la bile de bœuf entre 2008 et 2021, qui finalement aboutit au BCG, un bacille tuberculeux qui est absolument non virulent, tout à fait safe et utile pour la vaccination contre la tuberculose et qu'on utilise encore aujourd'hui. Alors, initialement, en 1921, donc il y a plus de 100 ans, le BCG a été administré pour la première fois à un enfant à la naissance, 3 jours, 5 jours et 7 jours après la naissance. Et c'était une administration orale au départ. Et cet enfant est un enfant qui était né dans une famille tuberculeuse. Et il avait une chance sur 4 de mourir de tuberculose. Sa maman est décédée de tuberculose, sa grand-mère avait la tuberculose. L'enfant a été vacciné 3 fois par voie orale et n'a jamais développé de tuberculose. Donc après ça, d'énormes essais cliniques ont été faits multicentriques en France, sur tous les territoires français, incluant plus de 5000 enfants entre 2024 et 2026. Mais à l'époque, on ne faisait pas des essais cliniques comme aujourd'hui, on n'était pas randomisé avec un contrôle placebo. On évaluait l'efficacité du vaccin par rapport à la situation épidémique de la maladie dans le territoire. Et comme je vous ai dit, un enfant né dans une famille tuberculeuse avait une chance sur 4 de mourir dans l'année après la naissance. Et vis-à-vis de ça, en fait, le BCG donnait une efficacité contre la mortalité liée à la tuberculose de 93%, ce qui est quand même pas mal. Alors aujourd'hui, le BCG est un vaccin qui est vraiment utilisé partout dans le monde, sauf en Amérique du Nord et en Europe. Mais finalement, les populations d'Amérique du Nord et européennes représentent une petite fraction de la population mondiale. Et aujourd'hui, on estime, d'après l'OMS, que la couverture vaccinale avec le BCG est à peu près de 80% à l'échelle mondiale. Vous voyez, la plupart des pays ont une couverture très, très, très forte. Mais le problème, c'est que l'efficacité par le BCG contre la tuberculose est extrêmement variable. Et là, c'est une méta-analyse qui a été publiée il y a plus de 10 ans, qui vous montre en fait une grande variation d'efficacité. On ne sait pas très bien quelles sont les raisons de cette variété, mais on sait que, par exemple, plus on s'éloigne de l'équateur, plus le BCG est efficace. Il est plus efficace chez les jeunes enfants que chez les adultes. Mais il y a d'autres facteurs également. En fait, le consensus aujourd'hui, c'est que le BCG est un bon vaccin qui est capable de protéger les nouveau-nés contre les formes sévères et mortelles de la tuberculose. Il est moins efficace pour protéger les adolescents et les adultes contre la tuberculose pulmonaire, qui est en fait la tuberculose la plus contagieuse, évidemment. Et il a un bon profil de sécurité, sauf qu'il n'est pas recommandé pour les enfants qui sont infectés par le VIH. Alors, quand on pense à un nouveau vaccin, il faut réfléchir à ce qu'on veut vraiment faire. On veut protéger contre quoi? Donc, il y a plusieurs façons de protéger. Il y a une façon de protéger contre l'infection, prevention of infection, protéger contre la maladie, prevention of disease, un vaccin thérapeutique qui fait un peu partie de la, on va dire, de la host-directed therapy, ensemble avec des antituberculeux, ou prevention of recurrence, donc essayer d'empêcher la rechute après un traitement. Évidemment, les agences de régulation aujourd'hui veulent surtout un vaccin qui protège contre la maladie. Mais vous pouvez dire que si vous avez un vaccin qui protège contre l'infection, automatiquement, il protège aussi contre la maladie. Alors la première chose qui a été faite, c'est de savoir si, en donnant le BCG 2 fois, est-ce qu'on va améliorer la situation? Donc là, c'est un énorme essai clinique qui date d'il y a près de 20 ans presque, qui a été fait au Brésil sur 350 000 enfants, dont la moitié, ils étaient tous vaccinés à la naissance avec le BCG, et la moitié de ces enfants entre 5 et 15 ans ont reçu une deuxième dose de BCG par rapport à l'autre moitié de 170 000 enfants qui n'auront pas reçu une deuxième dose de BCG. Et ce que vous pouvez voir dans la tuberculose pulmonaire, en tout cas, entre l'intervention, donc la deuxième vaccination, et le contrôle sans deuxième vaccination, il n'y a vraiment pas de différence. On a même l'impression qu'il y a un peu plus de cas dans la revaccination. Pour la tuberculose non pulmonaire, c'est un petit peu dans l'autre sens, mais en tout cas, c'est statistiquement pas significatif. Donc, une revaccination avec le BCG, dans cette étude-là, énorme au Brésil, n'a pas l'air d'apporter grand-chose. Plus récemment, il y a 5 ans à peu près, a été publiée une étude dans le New England Journal of Medicine, où en fait,
3 groupes de personnes ont été étudiés. Un groupe placebo, un groupe avec un vaccin expérimental H4IC31 et un groupe de revaccination BCG. Et là, au lieu de regarder la maladie, en fait, les gens ont regardé en fonction du temps, donc sur 36 mois ou sur 30 mois dans cette étude-là, ils ont regardé la survenue d'infections par Mycobacterium tuberculosis. Et ce que vous pouvez voir par rapport au placebo en bleu, les enfants qui ont été vaccinés pour une deuxième fois avec le BCG avaient moins d'infections que le placebo. Donc l'efficacité vaccinale était de l'ordre de 45%. Donc là, on a l'impression qu'une revaccination avec le BCG aide quand même à diminuer la probabilité d'être infecté par Mycobacterium tuberculosis. C'est une étude qui a été faite en Afrique du Sud. Mais néanmoins, il y a beaucoup d'activités actuellement sur le développement de nouveaux vaccins. Et ces candidats vaccins, jusque maintenant, ont été tous basés sur des hypothèses. La première hypothèse, et on l'a entendu par Stéphanie tout à l'heure, c'est le fait qu'on a besoin d'interférons gamma. Et peut-être que le BCG, finalement, n'induit pas assez d'interférons gamma, donc il faut qu'on ait un vaccin qui induise beaucoup plus d'interférons gamma. Et ça, c'est le vaccin qui a été développé à Oxford, qui est un MVA, un Modified Vaccinia Virus Ankara, qui exprime un antigène protecteur de Mycobacterium tuberculosis, le fameux antigène 85A. En effet, ces MVA marchaient très très bien chez la souris et donnaient une très très bonne réponse d'interféron gamma chez l'homme, une très bonne immunogénicité, étaient assez sûrs, il n'y avait pas trop de problèmes. Et en Afrique du Sud, ce vaccin a été testé dans une phase 2B pour voir si en effet ça améliore la situation. Est-ce que vous pouvez voir, malheureusement, c'était publié dans Lancet il y a une dizaine d'années, que entre le placebo et le vaccin MVA 85, il n'y avait pas vraiment de différence. Donc, en fait, il y avait 0% de protection. C'était une grande déception. Alors, on se dit, finalement, ce n'est peut-être pas vraiment uniquement l'interféron gamma. Stéphanie nous a expliqué qu'il y a aussi le TNF-alpha et probablement beaucoup d'autres cytokines. On parle d'IL-17, etc., qui sont importantes également. Et surtout aussi la réponse CD8 positive. Alors là, c'est un vaccin qui a été développé en Allemagne, au Max Planck Institut à Berlin, avec l'idée qu'il faudrait probablement augmenter la réponse CD8 vis-à-vis du BCG. Donc, les collègues allemands ont développé un BCG recombinant qui exprime la listériolysine de Listeria meningitidis. On sait très bien que Listeria est un très bon inducteur de réponse CD8. Et donc, la listériolysine, en fait, devrait aider au BCG d'échapper au phagosome, rentrer dans le cytoplasme et ainsi donner la capacité à la cellule présentatrice d'antigènes de présenter les épitopes du BCG via le MHC de classe 1 et donc de ce fait-là induire une très bonne réponse immunitaire de type CD8. Alors ce vaccin a été testé chez la souris au départ et là je vous montre juste un graphe qui compare en fait un groupe de souris non vaccinées en carré par rapport aux souris vaccinées avec le BCG classique en point et par rapport au nouveau BCG en diamant, là, qui est... donc, les souris ont été vaccinées avec ces deux types de BCG et puis infectées avec une souche de tuberculosis. Et puis, on a regardé la charge bactérienne dans le poumon et vous pouvez voir que le BCG en rond donne une protection par rapport aux souris non vaccinées et que le BCG recombinant donne une meilleure protection encore avec quasiment une disparition des bacilles 90 jours après infection. Donc ce vaccin est parti dans les essais cliniques et ce qu'on a actuellement comme données jusqu'à la phase 2, c'est la donnée immunogénicité qui a été publié dans Lancet Infectious Diseases il y a 2 ans maintenant. Et ce que vous pouvez voir là, quand vous regardez là où j'ai mis les petites flèches, vous regardez les médianes, vous comparez le BCG à ce vaccin qui s'appelle VPM 10002, eh vous voyez en fait qu'il n'y a pas beaucoup de différence et en fait on a l'impression que le nouveau BCG induit moins de CD8 que le BCG classique. Ce vaccin est actuellement néanmoins en développement clinique avancé
en Inde avec des études d'efficacité comparative avec le BCG. On verra bien ce que ça va donner. Une autre hypothèse, c'est de dire, bon, ben, finalement, le BCG est construit au départ d'une souche de Mycobacterium bovis, et en fait, l'homme est infecté essentiellement par Mycobacterium tuberculosis, donc le bacille tuberculeux humain. Donc les collègues en Espagne, à Zaragoza, ont développé un vaccin au départ de Mycobacterium tuberculosis, ont génétiquement atténué Mycobacterium tuberculosis, le bacille humain, avec cette mutation qu'on appelle delta-FOP, qui a un effet pléiotropique assez important. Ils ont testé ce vaccin aussi dans un certain nombre de modèles animaux. Et je vous montre juste des résultats extrêmement intéressants chez le cobaye. Et là, on voit au niveau de la mortalité après infection, vous voyez aussi 3 groupes de nouveau. Un groupe qui a reçu le BCG, un groupe qui a reçu le nouveau vaccin qui à l'époque s'est appelé SO2, par rapport aux cobayes qui n'ont pas été vaccinés. Vous voyez une différence assez importante dans la protection par la souche SO2. Et si vous regardez la charge bactérienne entre les cobayes qui n'ont pas été vaccinés, donc qui ont eu le PBS comme vaccin, par rapport au BCG et finalement par rapport à la souche SO2, vous voyez une grande différence aussi dans la protection. Donc ce vaccin très prometteur est également en développement clinique assez avancé, essentiellement en Afrique du Sud, aussi chez les bébés. Et là, je peux vous montrer des résultats qui ont été publiés maintenant dans Lancet Respiratory Medicine. On voit en vert la réponse immunitaire à la fois dans les CD4 et dans les CD8, producteurs de polycytokines. Vous voyez que le vert, qui est le nouveau vaccin SO2, s'appelle aujourd'hui MTBVac, par rapport au BCG qui est en rouge, vous voyez une augmentation assez importante de la réponse cellulaire, essentiellement CD4, au début, après vaccination, et puis après, évidemment, ça diminue, et ça se situe à peu près au niveau du BCG par après. Donc, on est très curieux de savoir comment ce vaccin-là va performer dans une étude de protection. Donc aujourd'hui, ça c'est une dia qui vous montre la situation des candidats vaccins qui sont des différentes phases cliniques actuellement. Vous voyez qu'il y en a 5 qui sont en phase 3. Donc ça c'est les dernières données que vous pouvez voir sur le site de Stop TB Partnership. Et vous voyez les différents types de vaccins. Vous voyez des vaccins vivants en orange, comme le MTBVac dont je viens vous parler, et comme le VPM dont je viens vous parler, mais également un BCG, un autre BCG qui est utilisé également, qui est essayé également. Vous voyez aussi des vaccins qui sont basés sur en fait des bacilles inactivés, soit chimiquement ou bien à la chaleur. C'est en rouge. Vous voyez, il y en a un qui est en phase 3 actuellement. Il y en a 2 qui sont en phase 2B, dont un qui est intéressant, qui est le Ruti. C'est un vaccin thérapeutique. Donc l'idée, là, c'est de le donner en même temps que les antibiotiques contre la tuberculose chez les personnes qui ont déjà développé la tuberculose. Et puis, vous avez des vaccins qui sont basés sur une protéine, des antigènes ou une combinaison d'antigènes avec adjuvant. C'est le cas notamment du vaccin russe qui est en phase 3, mais aussi du vaccin M72 qui est en phase 2B et d'autres vaccins aussi. Et puis vous avez des vaccins qui sont des vaccins vectorisés avec des virus comme le MVA et comme d'autres aussi qui sont là en vert. Et finalement, les nouveaux arrivés en phase 1, là vous avez 2 vaccins par BioNTech qui sont basés sur l'ARN messager. Donc en fait, tout ça, c'est des vaccins qui sont basés sur des hypothèses, mais je voulais quand même vous montrer un vaccin intéressant qui est le premier vaccin, après le BCG, qui a donné un signal d'éventuelle protection. Et ça, c'est le vaccin M72, qui est une protéine hybride de Mycobacterium tuberculosis, combinée avec un adjuvant qui est la AS01 de GSK, et qui a été testé aussi en Afrique du Sud, pour voir si ce vaccin, par rapport au placebo, était capable de donner une certaine protection contre la maladie tuberculose. Et là aussi, les patients ont été suivis sur 36 mois. Est-ce que vous pouvez voir que par rapport au placebo, le M72 AS01 donne une efficacité vaccinale d'à peu près 50%, 54%. Donc ça, c'est une phase 2B qui est encore relativement limitée en nombre et qui rentre maintenant dans les essais cliniques plus avancés.
Donc ça, c'est le premier signal, en fait, positif qu'il est possible de faire un vaccin autre que le BCG qui donne un certain niveau de protection chez l'homme. Alors, quand on veut remplacer le BCG, il faut réfléchir, parce que le BCG n'a pas seulement un effet bénéfique contre la tuberculose, il a aussi un effet bénéfique contre d'autres maladies. Et ça a été découvert déjà dès le départ, en fait, en Suède, et même Albert Calmette l'avait déjà vu. En Suède, le BCG a été introduit dans les années 20, et ils ont constaté qu'entre 27 et 31, il y avait une différence dans la mortalité chez les enfants, qui n'était pas seulement explicable par une différence de protection contre la tuberculose. Vous voyez en fait que les bébés qui ont reçu du BCG avaient moins de chances ou de risque de mourir que les enfants qui n'ont pas reçu le BCG. Et vous regardez au niveau de la tuberculose, c'est une fraction mineure de cause de mortalité. Vous voyez que la mortalité néonatale était très importante, et vous voyez la mortalité non-TB était très importante et diminuée par la vaccination avec le BCG. Donc déjà, ces auteurs-là estimaient que ça pouvait être expliqué par le fait que le BCG induit une réponse immunitaire non spécifique. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut tenir en compte si on veut remplacer un vaccin comme le BCG, parce que l'efficacité d'un vaccin, évidemment l'efficacité du vaccin contre la maladie pour laquelle il a été construit, mais également il a des effets secondaires positifs, non spécifiques, et finalement l'effet global sur la santé est le fait des deux. D'accord ? Donc, pour terminer rapidement, qu'est-ce qu'on a envie de faire à Lille ? Eh bien, c'est basé sur cette diapositive-ci. Donc, en 2020, est publiée dans Nature par le groupe de Bob Seeder au NIH, une étude intéressante sur les primates. Les primates qui ont été vaccinés avec le BCG par différentes voies. Par la voie intradermique avec faible dose, par la voie intradermique avec forte dose, par la voie IV, par la voie aérosol, par un mélange aérosol et intradermique, évidemment comparé à un groupe de primates non vaccinés. Et puis, ces primates ont été infectés par tuberculosis, et puis ils ont regardé l'inflammation pulmonaire, comme vous pouvez voir ici, par PET scan, dans le poumon. Et ce que vous voyez en orange ou en jaune, vraiment l'inflammation pulmonaire, vous la voyez dans les contrôles, dans les non-vaccinés. Vous les voyez aussi plus ou moins dans les macaques vaccinés. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que dans les macaques qui ont reçu le BCG par voie IV, vous ne voyez quasiment pas d'inflammation. Donc une protection quasi totale par le BCG par voie IV. Et quand vous regardez la charge bactérienne chez ces macaques-là, vous voyez qu'en fait la charge bactérienne chez les macaques qui ont reçu le BCG par voie IV est quasiment inexistante. Ça induit pour un certain nombre de macaques une immunité stérilisante. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'ils ont essayé de corréler ça avec des paramètres immunologiques. Et ce qui vraiment sort du lot, c'est l'induction de ces cellules que vous pouvez voir dans le cadran gauche à droite. Si vous regardez la ligne IV, je n'ai pas de pointeur non plus, vous voyez là des cellules qu'on appelle les cellules résidents mémoire, CD4 ou CD8 positives, qui sont très fortement induites par la voie IV, vaccination IV par le BCG, et qui sont beaucoup moins induites, comme vous pouvez le voir, par les autres voies de vaccination. Donc, évidemment, il y a des gens qui disent « Ah, il faut vacciner le monde entier maintenant par le BCG, mais par voie IV ». Je pense que ça va être un problème, ça risque d'un problème de sécurité. Mais nous, notre idée était de savoir, est-ce qu'on peut induire ce même type de cellules par d'autres moyens, d'accord ? Et donc, là, je fais une petite excursion sur une autre bactérie qui s'appelle Bordetella pertussis, parce que nous avons développé un vaccin atténué vivant contre la coqueluche, contre Bordetella pertussis, en inactivant ou en supprimant 3 toxines principales, 3 toxines majeures. Et on a vu que ce vaccin qu'on appelle BPZE1 est un vaccin qui est parfaitement sûr à la fois dans le modèle animal, mais également chez l'homme, parce qu'il est actuellement dans un développement clinique assez avancé. On va, j'espère, rentrer en phase 3 encore cette année-ci. Et là, c'est les publications que je vous montre qui montrent qu'en fait, une seule vaccination avec BPZE1 est capable de fortement diminuer l'infection par Bordetella pertussis quand vous comparez en rouge les personnes qui ont reçu BPZE1 par rapport en droite les personnes qui ont reçu le vaccin acellulaire Boostrix actuellement disponible. Pourquoi je vous parle de ça ? Je vous parle de ça parce qu'on a vu chez la souris que justement ce vaccin est capable d'induire ces fameuses cellules résidents mémoire, à la fois les CD4 et les CD8 qui produisent
qui expriment le CD69, le CD44, le CD103, et qui produisent également de l'IL17 et de l'interféron gamma, à la fois chez les C57 Black et chez les souris Bulb C. Donc notre idée, c'est de dire, utilisons BPZE1 pour présenter des antigènes mycobactériens et ainsi induire par voie respiratoire, par voie nasale, en fait, ces fameux cellules résidents mémoire dont on a besoin pour protéger contre la tuberculose. Et donc, on développe actuellement dans le laboratoire une plateforme basée sur ce vaccin BPZE1 qui est une bactérie gram-négative, et vous pouvez voir à la surface des petites étoiles rouges qui sont l'antigène ou les antigènes de Mycobacterium tuberculosis. Ce vaccin donné par un petit spray, ce qu'on appelle le vaccinator, dans le nez, ça fait pas mal, c'est sans aiguille, colonise transitoirement les voies respiratoires supérieures et induit à la fois des réponses cellulaires et anticorps, aussi des IgA sécrétoires, mais surtout des réponses cellulaires CD4 et CD8 positives et qui produisent de l'IL17 et de l'interféron gamma. Et la dernière diapo pour montrer que c'est en effet possible. On utilise 3 systèmes de sécrétion et d'exposition à la surface, 3 systèmes moléculaires pour le faire. Et là, je vous montre qu'en effet, il est possible d'exprimer les antigènes de tuberculosis chez BPZE1. On essaie évidemment de voir maintenant si ça induit une bonne réponse immunitaire et si ça peut contribuer à la protection. Voilà, donc je termine avec cette dia-ci, qui est la diapositive des personnes qui sont impliquées dans le projet, à la fois à Lille, à l'Institut Pasteur de Lille, mais aussi les autres collaborateurs qui travaillent avec nous sur le développement clinique de ce type de vaccin. Et pour terminer, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette overview. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Peut-être je peux commencer. Est-ce que can you comment en français? Est-ce que tu peux parler de la différence entre les macaques et les souris au niveau du modèle de vaccination? Est-ce que le résultat des macaques, on peut le reproduire dans les souris? Ah oui, donc pour comparer ces deux modèles, c'est très compliqué parce qu'en fait, la souris n'est pas un bon modèle pour la tuberculose. D'accord ? Donc la souris, pour la tuberculose, pour la recherche vaccinologique de la tuberculose, la souris, normalement, ne développe pas des granulomes. La souris est relativement résistante à la tuberculose. Le guinea pig, le cobaye est déjà beaucoup plus vulnérable. Donc, avec un bacille, vous allez tuer un cobaye de tuberculose. Le macaque est le plus proche de l'homme. En fait, les primates sont les plus proches de l'homme. Le macaque est souvent utilisé et donne une relative bonne prédiction de ce qu'un vaccin de tuberculose pourrait faire chez l'homme. D'accord ? Donc, mais on utilise la souris aussi parce que la souris est un outil intéressant qui permet de disséquer les réponses immunitaires après vaccination, qui permet de voir quel type de réponse immunitaire on peut induire avec un vaccin. Et là, on voit que le type de réponse immunitaire qu'on induit chez la souris n'est pas très loin du type de réponse immunitaire qu'on induit chez l'homme. Merci beaucoup. En vous entendant parler des résidentes mémoire, évidemment, j'ai switché sur le cancer, oui, puisqu'il y a pas mal de données maintenant pour dire que l'infiltration de résidentes mémoire en intratumoral est plutôt bénéfique, oui, sur l'évolution, mais aussi sur la réponse au traitement. Oui. Et donc, du coup, il y a déjà des études dans le cancer, notamment en utilisant la toxine de Shiga pour induire spécifiquement des résidentes mémoire et aussi induire des réponses muqueuses, par exemple en administrant le vaccin en intranasal. Est-ce que l'hypothèse d'une voie respiratoire, enfin d'une administration respiratoire dans un contexte où on pourrait induire ce type de cellules vous semble quelque chose d'intéressant ou pas du tout intéressant? Enfin, je ne sais pas, quelle est votre opinion? Non, mais je pense qu'en effet, d'induire ces cellules résidentes mémoire
par voie respiratoire, c'est pour ça qu'on utilise notre plateforme BPZ1, est une voie que je pense est promettrice. La chigatoxine, je ne sais pas très bien si c'est acceptable en point de vue de sécurité. Je ne sais pas, dans le cancer, les essais cliniques qui ont été faits par voie nasale et qui ne posent pas de problème, parce qu'en fait, la chigatoxine, c'est la sous-unité B de la chigatoxine. Hein. Oui, la sous-unité B. Alors, le problème qu'on a eu avec le même type d'approche, mais sur la cholératoxine B, c'est que ça induit des paralysies faciales. Parce qu'en fait, les récepteurs de ces toxines-là, qui sont des gangliosides, sont des récepteurs qui se trouvent sur les nerfs olfactifs et on peut voir les toxines ou les sous-unités B migrer vers le cerveau. Donc, je ne sais pas si c'est le cas pour la chigatoxine et si ça a été testé chez l'homme. J'avais une question sur l'utilisation du BCG qui se fait aussi en intravésical dans le cadre du traitement des cancers urothéliaux. Et sur l'efficacité justement sur l'activation de cellules immunitaires spécifiques au niveau de ces cancers et les différences qui pourraient exister avec d'autres souches inactivées éventuellement et l'impact justement sur ce que vous dites sur les autres mécanismes en lien avec l'action du BCG. Donc je n'ai pas très bien compris votre question. Vous voulez savoir si le BCG pour le traitement du cancer de la vessie... Est-ce que ça a été étudié très précisément justement au niveau de biopsie, éventuellement au niveau tissulaire, les populations qui étaient activées à ce moment-là du BCG, est-ce que ça pourrait donner une idée sur les autres mécanismes qui sont en jeu avec la vaccination par le BCG? Pour le cancer de la vessie? Oui. Ou pour la tuberculose? Du coup, pour les deux, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un recrutement de cellules spécifiques qui pourrait être observé lors de biopsie, par exemple pour le contrôle de l'évolution de tumeurs urothéliales après l'administration de BCG, qui pourrait éventuellement renseigner sur d'autres mécanismes d'action du BCG? Oui, alors pour le cancer de la vessie, évidemment, on donne des doses extrêmement importantes, donc c'est très très inflammatoire. D'ailleurs, c'est quelquefois difficile pour les patients de supporter ça. Donc il y a aussi des recherches pour essayer d'améliorer et de modifier le BCG pour qu'il soit moins inflammatoire, mais quand même avoir les protections ou disons l'efficacité de traitement dans le cancer de la vessie. Pour la tuberculose, c'est une dose beaucoup plus faible qui est injectée par voie intradermique. Et donc, en fait, on sait qu'il y a un recrutement local de cellules, il y a une production de TNF-alpha aussi. Donc, il y a tout un panoplie de cytokines qui sont exprimées. La difficulté qu'on a actuellement, c'est qu'on ne sait pas vraiment quels sont les mécanismes protecteurs dans la tuberculose. Quel est le mécanisme clé que le BCG induit pour protéger contre la tuberculose? Et donc là, il y a tout un volet de recherche qui s'est mis en place en Europe, notamment à travers d'une fondation qui est vraiment très intéressante, qui s'appelle TBVI, TB Vaccine Initiative, où on essaie de trouver les marqueurs induits par le BCG qui pourraient correspondre en fait à la protection contre la tuberculose. Les premiers essais qui ont été faits avec une analyse multicytokinique avec une formule mathématique derrière ont abouti en fait à une jungle qui n'a pas permis d'avoir un mécanisme biologique sur lequel on peut s'appuyer. C'est peut-être multifactoriel, c'est sûrement multifactoriel, et au pire, c'est peut-être même stochastique. Bon, je ne sais pas. Difficile avec la... J'y vais, d'accord. Dans les réponses CD8, c'est de ce côté-là, sur votre gauche. Non, moi je suis sur le côté gauche. La question vient du côté gauche. Et donc, les réponses CD8 me semble-t-il, ont été montrées assez protectrices contre la tuberculose. Oui. Et aussi pour la trained immunity dont vous parliez vis-à-vis d'autres infections, oui. Ce qui pourrait agir dans le BCG, ça pourrait être le muramyl dipeptide ou ses dérivés. Oui. Est-ce qu'il est question de le remettre comme adjuvant dans des vaccins contre la tuberculose? Oui, alors donc ça c'est une possibilité. Je me souviens de Gilles Marchal, qui est malheureusement décédé il y a un an, avait développé ça. En fait, il avait purifié
différentes fractions de BCG et a même d'ailleurs construit une société qui montrait des effets non spécifiques qui ne sont pas nécessairement liés au CD8 positif et au lymphocyte, mais on pense que le BCG peut avoir ces effets non spécifiques, surtout sur les monocytes ou les précurseurs de monocytes qui reprogramment en fait par une reprogrammation épigénétique et métabolique ces cellules vers soit une activité plus tolérigène ou bien une activité beaucoup plus inflammatoire. Et donc, on ne sait pas encore très bien comment ça fonctionne exactement. On ne sait pas encore très bien comment on devrait doser pour avoir plutôt une activité tolérigène, parce que le BCG protège contre les maladies inflammatoires, comme contre l'asthme, des choses comme ça. Chez la souris, c'est très très clair. D'accord. Et d'autre part, il a une activité adjuvante et pro-inflammatoire, ce qui est probablement clé pour le traitement dans le cancer de la vessie. On a vu aussi que ces traitements sont plus efficaces quand le BCG est vivant que quand il est tué. Donc ce n'est pas juste une ou un groupe de molécules qui fait ça, mais c'est le fait aussi qu'il doit pouvoir se répliquer pendant un certain temps. Donc c'est un vaste domaine de recherche qui est ouvert. Malheureusement, je suis à la retraite, je ne peux pas continuer. La dernière question. C'est difficile. Ben moi j'entends, mais peut-être pas les autres. Je vais répéter. Merci beaucoup pour votre présentation. Je me pose la question. La femme enceinte. Donc elle dit d'abord merci pour l'exposé. Et puis la question est de savoir chez la femme enceinte s'il y a une spécificité de vaccination de BCG, notamment par rapport aux effets non spécifiques du BCG. Alors, il y a des études qui ont été faites essentiellement par le groupe danois de Peter Abbey, où ils ont regardé les effets bénéfiques non spécifiques chez les enfants de femmes qui ont été vaccinées. Et ils ont vu que donc quand on est vacciné avec le BCG, on peut faire des scars, comme ils appellent ça. D'accord. Ils ont vu qu'en fait, il y a une relation entre les scars et l'effet bénéfique non spécifique du BCG, le scar chez la femme, sur l'effet non spécifique bénéfique chez l'enfant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un effet du scarring du père sur les effets bénéfiques chez l'enfant. Et si vous combinez les deux, c'est le mieux. D'accord ? Il y a un effet à la fois de la mère et du père sur la réponse bénéfique chez l'enfant. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel on ne comprend pas le mécanisme. Il y a juste une question online qui vient d'arriver, ça sera peut-être la dernière parce qu'il faut qu'on continue. En termes d'efficacité, quel est le vaccin le plus efficace pour la tuberculose entre le BCG et le BPZ1 ? Parce que je crois que c'était juste contre placebo. BPZ1 n'est pas un vaccin contre la tuberculose, en tout cas pas aujourd'hui. C'est un vaccin contre la coqueluche et on essaie de l'utiliser comme plateforme pour exprimer les antigènes tuberculeux, pour induire les cellules dont je parle, et les CD4 et les CD8 résident en mémoire, en combinant avec le BCG, en espérant qu'en ajoutant ce nouveau BPZ1 sur le BCG, parce que comme je suis à l'Institut Pasteur de Lille, je ne peux pas dire que le BCG est un mauvais vaccin. Hein. Donc je ne peux pas le remplacer. Mais par contre, je peux ajouter quelque chose éventuellement pour améliorer. Mais on verra dans l'avenir. Merci beaucoup, Camille. Maintenant, c'est à Tamara Tovora Sanchez. Elle est médecin généraliste. Et maintenant, travaille dans la capacité de chef de projet à l'Université de Montpellier, IRD. Et elle va parler la mise en œuvre de nouveaux programmes stratégiques de santé publique pour le dépistage, le traitement et la prévention de la tuberculose en Thaïlande.
Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup à l'Agence pour l'invitation et surtout pour l'opportunité d'être parmi les experts de la tuberculose. Je commence à peine dans la thématique. Et donc, effectivement, je vais vous parler sur un projet de recherche qui vise à évaluer un programme stratégique de santé publique pour le dépistage, les traitements et la prévention de la tuberculose en Thaïlande. Et donc, voilà, je vais suivre un ordre de jour classique. Je vais vous présenter le contexte, la méthode. Je vais vous détailler un peu les aspects de notre intervention, ainsi que les attendus et, si le temps me le permet, l'état d'avancement du projet. Alors, effectivement, je vais reprendre des chiffres du fameux rapport annuel sur la tuberculose. En effet, l'Organisation mondiale de la santé a estimé plus de 10 millions de cas de tuberculose en 2022, dont 1,3 million sont des enfants et plus de 800 000 cas, ce sont des personnes vivant avec le VIH. Cependant, d'autres sources estiment que un tiers des cas de tuberculose survenus, environ 3 millions de personnes, ne sont pas notifiées ou signalées par les programmes de la lutte contre la tuberculose et qu'un quart de la population mondiale est atteinte d'une infection tuberculose latente, contribuant ainsi à une transmission continue. Eh bien, à cet égard, l'OMS a développé une stratégie de lutte contre la tuberculose et parmi les recommandations, il propose la recherche des contacts pour augmenter la détection des cas de tuberculose. Une étude réalisée au Vietnam sur la recherche des contacts a mis en évidence un taux bien plus élevé de détection de tuberculose en mettant en place une recherche active par rapport à une recherche passive des cas de tuberculose. De la même manière, les traitements préventifs de la tuberculose, dont l'efficacité et la sécurité ont déjà été mis en évidence, mais surtout dont il faut noter les nouveaux schémas thérapeutiques courts associant l'isoniazid et la rifampicine, soit une fois par semaine pendant 3 mois, donc le régime 3HP, soit une fois par jour pendant 1 mois, le régime 1HP, sont fortement recommandés essentiellement chez les personnes vivant avec le VIH et les enfants. Eh bien, la tuberculose reste un problème de santé publique majeur, notamment dans des contextes à forte prévalence comme la Thaïlande, qui a été classé par l'OMS parmi les 30 pays où le fardeau de la tuberculose est le plus important et le plus élevé, avec un taux de notification de plus de 515 cas par 100 000 habitants. Oui, un taux de notification de plus de 500 cas par 100 000 habitants, mais surtout avec un sous-diagnostic et une sous-notification chez les enfants âgés de 0 à 14 ans, ce qui représente à peine 1% de tous les cas notifiés. Ainsi que des données très limitées, voire inexistantes, chez les personnes vivant avec le VIH sous traitement préventif de la tuberculose. Eh bien, pour cela, l'objectif de ce projet est d'évaluer si une stratégie de santé publique axée sur les contacts des ménages des cas de tuberculose nouvellement détectés peut augmenter la recherche active, les dépistages à travers la recherche active des cas des contacts, ainsi que la mise en œuvre du traitement préventif en Thaïlande. Cette étude et cette évaluation est réalisée dans le cadre du projet de recherche CAPTAI, qui a été validé et financé par Expertise France, l'initiative, et qui est en accord avec l'agenda du Fonds mondial de la lutte contre la tuberculose, le sida et le paludisme. Ce projet est sous la coordination de Christian Liénard, directeur de recherche émérite à l'IRD, et en partenariat principalement avec le programme national de la lutte contre la tuberculose de la Thaïlande, représenté par le Dr Palin Kamalwat. Nous sommes également en partenariat avec la London School of Tropical Medicine pour les aspects météorologiques et avec la Fondation thaïlandaise de recherche sur la tuberculose et le VIH pour les aspects de l'intervention en sciences sociales. Concernant la méthodologie que nous allons employer, il s'agit d'un essai pragmatique de phase 4 qui suit un schéma d'étude de type Estebrèche randomisé en grappe.
Notre population d'études, ce sont les cas des contacts, les contacts des cas de tuberculose nouvellement diagnostiqués par bactériologie et ayant été exposés sur les 3 derniers mois. Nous avons sélectionné 20 hôpitaux provinciaux du pays à partir d'un taux de notification de plus de 150 cas par an. Eh bien, dans cet schéma d'études, tous les hôpitaux vont commencer à implémenter les soins courants et puis progressivement, ils vont implémenter l'intervention 5 hôpitaux tous les 3 mois et ainsi jusqu'à ce que tous les 20 hôpitaux implémentent l'intervention jusqu'à la fin de l'étude. Notre analyse va se poser sur l'évaluation de l'efficacité, de la différence de l'efficacité entre les soins courants par rapport à l'intervention. Alors, actuellement, les soins courants sont basés sur la recherche passive des cas de tuberculose, c'est-à-dire les gens vont arriver que quand ils sont malades, ils vont être suivis par les infirmières des services de santé, ils vont recenser les informations des contacts et ils vont demander au cas de tuberculose d'inviter les contacts pour un dépistage de la tuberculose. Cependant, la plupart, les suivis du dépistage de ces contacts et les traitements préventifs de la tuberculose n'est pas pour la plupart assuré, principalement dû à une stigmatisation liée à la tuberculose, mais également à la méconnaissance des traitements préventifs et curatifs. Eh bien, notre intervention comprend un ensemble de stratégies qui vont s'appliquer à plusieurs étapes de la prise en charge actuelle. Tout d'abord, au niveau des cas de tuberculose, pour lesquels il va y avoir une sensibilisation de l'importance du dépistage des contacts qui va être assurée par les infirmières. Et cette sensibilisation va être renforcée par la diffusion d'une vidéo informative sur la tuberculose latente, mais c'est également par les suivis des contacts à travers la visite des ménages réalisés par les agents communautaires. Dans un deuxième temps, nous allons agir au niveau de la traçabilité et du suivi des contacts à travers la distribution d'une carte d'invitation pour un dépistage complet et gratuit de la tuberculose. Les contacts non, excusez-moi. Oui, il y aura également d'autres visites des ménages réalisées par les agents communautaires afin d'assurer et d'inciter les contacts à participer au dépistage dans les sites. Eh bien, ces stratégies des sciences sociales, en fait, ont déjà prouvé leur utilité, notamment par notre partenaire de la Fondation sur la recherche sur la tuberculose et le VIH, qui a mis en évidence au nord, à Chiang Rai, au nord de la Thaïlande, l'utilité en fait de cette vidéo informative pour réduire les stigmatisations. Mais c'est également que la carte d'invitation permet de renforcer l'accès au dépistage gratuit de la tuberculose. La Fondation a développé un manuel de procédures et d'outils pour l'implémentation de ces deux stratégies que nous allons reprendre dans notre intervention. Finalement, nous allons agir au niveau de la prescription des traitements préventifs courts de la tuberculose, notamment en proposant les nouveaux schémas thérapeutiques courts chez les personnes ou chez les contacts où la tuberculose active a été formellement exclue. Eh bien, les piliers fondamentaux de l'application de toutes ces stratégies va se poser sur les renforcements des capacités du personnel de santé qui sont en première ligne, notamment les infirmières des services de santé des luttes contre la tuberculose, mais c'est également les agents communautaires.
nous allons former les infirmières aux techniques de communication et aux outils pour la diminution de l'estigmatisation, notamment la vidéo qui sera développée dans le cadre de cette étude, et ainsi que sur la carte d'invitation. Du coup, oui. Eh bien, pour conclure, nous allons également former les infirmières aux techniques, renforcer les connaissances sur le dépistage de la tuberculose et également former à l'initiation, à l'indication des traitements préventifs courts et au suivi des événements indésirables. Et au suivi des indésirables. Pour conclure, nous attendons en fait une augmentation significative des cas de tuberculose, ainsi que des personnes sous les traitements préventifs. Et si notre intervention s'avère efficace, nous pouvons déployer l'intervention dans tous les pays. Et ça servira comme modèle pour les pays de la région de l'Asie du Sud-Est. Eh bien, notre projet, il est actuellement en finalisation des phases de préparation. Nous avons obtenu l'avis du comité national, mais nous attendons les avis du comité d'éthique au niveau local. En effet, une des grandes limites de cette étude, enfin de ce type de schéma d'étude, c'est la contrainte en fait de commencer tous les sites en même temps. Eh bien, je pense que j'étais trop vite. Et voilà. Du coup, je tiens à remercier à tous les partenaires du projet CAPTAI et principalement aux équipes opérationnelles. Et je remercie à nouveau à l'agence pour l'invitation. Et je reste disponible pour toutes questions. Voilà. Merci Tamara. Alors normalement, si j'ai bien compris, il n'y a pas de questions sur la présentation. D'accord. Bah, moi, j'avais compris qu'il y avait 10 minutes de présentation. Oui, mais là, on a fait... Je pense qu'au niveau du temps, à moins qu'il y ait une question brûlante, il y a une question là, donc on va prendre... Oui, je suis désolée. Une petite question, je crois que j'ai vu, ou je ne pense pas avoir rêvé, j'ai vu un papier récemment qui montre que à peu près 20% des tuberculoses diagnostiquées par expertes auraient une radiothorax normale. Et donc, vous n'avez pas peur, si vous éliminez par la radiothorax normale la tuberculose pour la faire passer dans votre branche IPT, de traiter une tuberculose maladie comme une tuberculose latente, ce qui peut avoir quand même des problèmes importants. Oh, si, un petit peu quand même, Olivier. Alors, c'est-à-dire, oui, sur, si c'est une radiographie normale. En fait, la question, c'est les formes un peu qu'on appelle sous-cliniques de tuberculose. Et l'idée, c'est est-ce qu'il y a un risque de sélectionner une mutation, par exemple? Oui, alors effectivement, en fait, oui, je n'ai pas rentré dans les détails, mais nous avons sélectionné un algorithme de l'OMS qui est un algorithme en fait des prises en charge en parallèle. Donc, l'idée, c'est d'avoir une évaluation complète, c'est-à-dire dans le moment de la radiographie, plus les dépistages de l'évaluation clinique et ainsi que des laboratoires. Donc, normalement, on devrait cibler, enfin, avec tout l'ensemble, pouvoir voilà, enlever... Juste pour répondre, peut-être, ça c'est une question un peu récurrente. Après, je pense que cette donnée de 20%, elle est probablement avec l'experte ultra qui vraiment détecte quel que soit le petit fragment d'ADN. Moi, j'avais plutôt la notion avec l'experte standard que c'était autour de 10%. Après, c'est vrai que pour avoir des mutations déjà résistantes, il faut qu'il y ait quand même suffisamment de bactéries. Donc le risque de vraiment faire de l'émergence de résistance avec une bithérapie, avec si peu de bactéries, en fait, il est très très faible.
Et l'OMS considère que le bénéfice vraiment dépasse le risque. Et je crois que même en France, on ne fait pas systématiquement un expert chez quelqu'un qui est complètement asymptomatique et qui a une radio normale, quoi. Donc, non, mais chez un contact qui est asymptomatique, on ne lui fait pas un scanner. Là, on parle des contacts, c'est ça? Ouais. Donc, bon, eh ben merci. Merci. Et alors, on va conclure la session sur la tuberculose. Merci à tous les orateurs. Par contre, je ne sais pas si c'est à nous d'introduire le focus. C'est ça, c'est à nous? Donc, il y a une dernière présentation, un point focus de l'Institut Covid ad Memoriam sur la mémoire de la pandémie par Laetitia Atlani-Duholt, qui est vice-présidente Europe et à l'Université Paris-Cité, présidente de l'Institut Covid ad Memoriam et directrice de recherche au CEPED. Merci. Merci à vous. Alors, je vais juste vérifier. Voilà. Merci à vous, merci à l'ANRS et en particulier à Yazdan pour cette invitation. On va faire court, on est en fin de journée. L'idée, c'était de présenter une initiative, en particulier un institut de l'Université Paris-Cité, en effet, qui est l'Institut Covid-19 ad Memoriam. Et donc, c'est plus un focus, une session d'information rapide ce soir, sachant que on est à votre disposition, toute l'équipe, j'en parlerai, pour en parler plus largement au-delà de cette session. Alors, peut-être rapidement, la genèse de l'Institut, je suis obligée de le tenir parce que je ne suis pas grande. Okay. Bon, ça marche peut-être comme ça, non? C'est bon? La genèse de l'Institut, donc un projet lancé avec beaucoup de gens, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, dès mars 2020, qui a été formellement créé à l'Université Paris en juin 2020. L'idée était que, donc on était au début de la pandémie, qu'on était en train de vivre un moment singulier, tant en France qu'au plan international, que ce moment singulier constituerait peut-être ce qu'on a appelé une rupture anthropologique pour nos sociétés, et qu'il était important de garder trace de ce qu'on était en train de vivre, non seulement pour transmettre ces expériences aux générations à venir, mais aussi pour se préparer aux crises à venir. Et donc, un lancement, je vous le disais, en mai 2020, officiel à l'Université de Paris, avec tout un ensemble de partenaires, j'y reviendrai. Et dès le départ, 3 objectifs majeurs qui sont les axes, encore aujourd'hui, de l'Institut. On les verra, avec donc comme premier objectif l'idée de collecter, archiver, indexer et analyser ce qu'on appelle les traces et mémoires de la pandémie. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Deuxièmement, d'en tirer des enseignements pour se préparer aux crises à venir. Et puis, troisièmement, l'idée que l'Institut soit aussi une façon d'accompagner l'invention de nouvelles pratiques commémoratives. On l'a lancé dès 2020, ce troisième axe. Il prend tout son sens, surtout aujourd'hui. Donc voilà, une gouvernance où certains d'entre nous sont dans la salle, beaucoup de gens, d'autres aussi du Conseil scientifique international sont dans la salle, beaucoup de gens impliqués, beaucoup de chercheurs, des équipes, des partenariats sur projets ou structurels avec beaucoup d'institutions, que ce soit des institutions de recherche, des institutions du monde de la santé, les grandes communautés religieuses, des associations, etc. On bénéficie du soutien financier des investissements d'avenir, de l'OMS et d'un certain nombre d'institutions également de recherche et de santé. Mais on a des partenariats aussi qui vont au-delà du monde traditionnel de la recherche et de la santé, par exemple avec des artistes, avec des associations, avec les grandes communautés religieuses, je le disais. Et ça, depuis le départ, ça a été structurant dans le lancement même de l'Institut et ça continue. Alors, je vous le disais, 3 objectifs qui se traduisent par 3 axes. Un premier axe, souvenir. Un deuxième, chercher pour comprendre, en particulier pour partager les résultats de la recherche, à la fois dans des publications scientifiques, mais aussi dans l'idée que ça puisse nourrir les politiques publiques, puisque l'idée est aussi que l'Institut serve à se préparer aux crises à venir, on l'a dit. Et puis, un troisième axe, comprendre pour agir. J'y reviendrai pour chaque axe. Alors, premier axe, je vais vite, mais je crois qu'on a un peu de temps. Se souvenir, et donc là l'idée est de collecter, d'archiver et d'analyser des traces et mémoires de la pandémie qui relèvent de témoignages individuels ou de mémoire individuelle ou de mémoire collective, même si
On peut discuter les mots, c'est juste histoire de présenter là aujourd'hui les différents outils qu'on a mis en œuvre pour atteindre cet objectif. Alors, pour collecter des témoignages individuels sur nos expériences de vie en temps de pandémie, on a monté un site internet, une app sur lequel tout un chacun peut déposer des témoignages, que ce soit écrit, des photos, des musiques, des vidéos, etc. Ça s'appelle histoiredecrise.fr si vous voulez regarder sur internet. Ça, c'est anonymisé, bien évidemment. Et l'idée aussi, c'est que tout un chacun puisse non seulement déposer, mais aussi lire les expériences des autres. Et donc, qui est là dans un souci de transparence, puisque la mémoire de la pandémie ou les mémoires de la pandémie vont être écrites par nous tous et qu'il faut aussi qu'on puisse puiser dans les expériences des autres pour se créer nos mémoires dans la pandémie, et que donc cette idée de transparence et de l'accès aux données était dès le départ et reste très important pour nous. Alors ce site histoiredecrise.fr, on a fait beaucoup, il a fallu qu'on en parle beaucoup pour que les gens soient au courant. On a tous et beaucoup été dans des conférences, dans les médias, etc. On continue à le faire et de façon à ce que ce site soit encore aujourd'hui régulièrement nourri. Deuxième type d'outil, une collecte de mémoire collective. Donc là, à l'échelle d'institutions, avec des enquêtes plus classiques en sciences sociales. Par exemple, là, je vous donne 2 exemples. On a monté des partenariats. C'est 2 exemples, mais il y en a d'autres. Mais dans ces 2 cas, c'est des enquêtes de 2 ans avec des post-docs, avec un accès aux archives, des entretiens, etc. Et donc, par exemple, avec l'Institut Pasteur, mais aussi avec la DGS, des partenariats très cadrés, et vous l'imaginez, avec des financements dédiés et un accès complet au personnel par exemple de l'Institut Pasteur ou de la DGS, de manière à ce que reste une trace, encore une fois, de ce qui a pu se passer à l'échelle d'institutions durant la pandémie Covid-19 qui n'est pas finie. Et puis, 3e type d'outil, le soutien des projets de recherche, que ce soit des projets de recherche qui sont menés par l'Institut et qui sont financés par appel d'offres, ou des projets de recherche que nous finançons avec du seed money. On fait régulièrement des appels à projets, il y a un comité de sélection, etc. Et on finance un certain nombre de projets dédiés spécifiquement à la question de la mémoire de la pandémie. De manière aussi à compléter ce qui existe. Bien évidemment, beaucoup de projets ont également été financés par la NRS-MIE, par exemple par l'ANR ou par d'autres. Et ces projets-là sont complémentaires et le site internet de l'Institut Covid-19 Ad Memoriam marche aussi comme une méta-plateforme qui donne accès aux résultats des projets financés par tous les financeurs de la recherche française sur Covid-19 qui traite de la mémoire et par ceux qu'on finance. Donc l'idée, c'est vraiment une méta-plateforme qui permette à tous en fait, d'aller voir ce qui se fait, ce qui s'est fait, ce que ça donne comme publication et comme résultat. Alors, 2e axe, on le disait, chercher pour comprendre, puisqu'il s'agissait de collecter, mener des recherches, c'est aussi l'idée, qu'on le sait tous dans nos métiers, l'idée c'est aussi de partager les résultats de la recherche, que ce soit par des publications scientifiques classiques, ce qu'on fait tous, y compris à l'Institut, donc dans des revues internationales ou nationales, mais des revues scientifiques, dans des maisons d'édition françaises, académiques ou non académiques. Mais on a aussi, en complément, monté une collection de livres à la documentation française, parce qu'il nous a semblé aussi important qu'on puisse aussi garder trace de documents qui ne seront peut-être pas forcément faciles à publier chez des éditeurs académiques classiques, parce que ça ne se vendra pas forcément très bien, mais qui ne seront très vite plus accessibles. On pense par exemple aux avis du Conseil scientifique Covid-19, aux avis du CCNE sur Covid-19. Le Haut Conseil de la Santé publique en est en train d'en préparer un livre également, qui en fait rassemble les avis, mais aussi leur donne sens avec un récit, une introduction, un chapitrage, une conclusion qui donne les clés de ce que telle ou telle institution a pu faire pendant la pandémie Covid-19. Et donc là, il y a toute une série de livres qui sont en préparation, en plus des 3 qu'on a déjà publiés là,
Le premier étant, les personnes âgées au risque de la pandémie, un livre qui ne revient pas sur des avis, mais qui se tient tout seul. Mais donc, une collection de livres à la documentation française qui complète ce que l'on peut, nous tous, par ailleurs, y compris à l'Institut, publier, que ce soit dans des revues scientifiques ou chez des éditeurs scientifiques ou grand public. Toujours dans cet axe 2, chercher pour comprendre, on organise aussi beaucoup de colloques, conférences, séminaires, etc., souvent en partenariat. Et puis, on a lancé aussi un projet d'exposition itinérante et de conférences itinérantes avec le MUSEM. Ça, c'est un projet qui démarre. Toujours dans cet axe 2, on a aussi fait un podcast en français et en anglais. Et puis, on intervient. Donc, on a aussi une activité d'enseignement et de formation, même si elle est quand même assez peu importante. On est quand même plutôt dédié à la recherche. Mais l'ensemble des porteurs de projets et des membres, des chercheurs qui font partie des projets associés à l'Institut, qui marchent comme un réseau, interviennent régulièrement dans des formations, des enseignements, des séminaires. On a aussi, à la demande de l'Université Paris-Cité, monté, là, et ça démarrera à l'automne 2025, donc dans 1 an et demi, une école d'été sur les mémoires des épidémies et la mémoire des virus, qui, dans le cadre d'une graduate school de l'Université Paris-Cité sur les maladies infectieuses. Et puis, 3e axe, vous vous souvenez, un 3e objectif, tout ce qui était accompagner l'invention de nouvelles pratiques commémoratives. On le disait, dès le départ à l'Institut, ça nous a paru évident qu'il faudrait qu'on accompagne cette dynamique-là. Évidemment, en 2020, c'était tôt, mais dès 2021, et tous les 17 mars, avec la Fédération hospitalière de France, qui est un de nos gros partenaires, mais aussi avec toute une série d'associations de victimes du Covid-19, on a, dès le 17 mars 2021, appelé à ce qu'il y ait une journée d'hommage. Alors, le 17 mars, c'est le premier jour du confinement. Ça pourrait être une autre date. Il n'y a pas de fixette sur le 17 mars. Mais l'idée, c'est qu'il faudra un jour qu'il y ait, nous semble-t-il, une forme de commémoration et d'hommage, non pas seulement au personnel soignant, non pas seulement aux morts et aux familles endeuillées, mais on le pense vraiment, finalement, à la société tout entière qui a su aussi traverser cette crise et qu'il y a eu, là c'est l'anthropologue qui parle, une forme de don dans cette traversée de nous tous, et qu'un hommage est une forme de contre-don de l'État qui évite au passage aussi les guerres mémorielles entre travailleurs dits invisibles, personnel de santé, familles endeuillées, etc. Et c'est une proposition qui rassemble. On y travaille au-delà des appels qu'on fait tous les ans, encore il y a 4 jours, avec l'ensemble des acteurs concernés, que ce soit les autorités politiques, les autorités sanitaires, les associations, les acteurs de santé en particulier, mais pas seulement. Et donc on est aussi très investi aujourd'hui dans ce 3e axe qui porte surtout sur la question des commémorations et des hommages. Voilà, merci beaucoup. On a un site. Merci à vous, j'ai fait court comme ce qui était demandé, et merci de nous avoir donné la possibilité de présenter l'Institut. Je crois que vous avez eu une longue journée. Je ne sais pas s'il y a des questions, vous voulez plutôt qu'on en parle. Voilà, je vous propose plutôt qu'on en parle autour d'un verre, si ça vous va. Merci beaucoup. S'il y a des questions, mais bon, ouais, merci. Je pense que c'est mieux. Et Yazdan est d'accord, il vient de m'opiner de la tête. Ça clôture donc la journée. Merci beaucoup. Merci à vous. Il y a un cocktail.